Donc je remercie Jean-Luc Bouillot pour son invitation. Je remercie également Henri Judet et l'Académie de chirurgie de venir à nouveau parler devant vous. Alors je dois d'abord m'excuser parce que mes diapositives sont en anglais, mais j'ai obtenu une autorisation spéciale de Georges Mention qui m'a dit que ça favorisait la diffusion des travaux de l'Académie dans le monde, donc j'ai laissé mes diapositives en anglais. Voilà, donc je vais vous parler d'abord des lésions hépatiques qui sont induites par l'obésité, ensuite du fait que la chirurgie hépatique peut aggraver ces lésions, et surtout du fait qu'elle peut surtout les améliorer et même les guérir. Alors voilà, la première diapositive, donc ce sont les lésions hépatiques induites par l'obésité. Et donc la première chose qui arrive, c'est la stéatose. La stéatose, qui est très fréquente donc, en cas d'obésité morbide. 90% des patients que nous opérons ont une stéatose, qui est une simple surcharge en graisse des hépatocytes. Cette stéatose induit des lésions hépatiques, donc l'hépatocyte va être attaqué, et donc il va y avoir comme réaction d'une part un ballonnement et d'autre part la présence de corps, ce qu'on appelle les corps de Mallory. Et ces lésions hépatiques finissent par entraîner une inflammation, c'est-à-dire donc une infiltration du parenchyme hépatique par des polynucléaires. Cette inflammation détruit les hépatocytes, donc les cellules sont détruites, soit par nécrose, soit par apoptose, et finalement donc on arrive à la fibrose. Et en plus, alors il y a des classifications, notamment donc la classification de la stéatohépatite, donc stéatohépatite non alcoolique, parce que donc elle ressemble beaucoup aux lésions de stéatohépatique induites par l'alcool, mais là elle est induite par les acides gras libres. Donc cette stéatohépatite est présente dans environ un tiers des patients que nous opérons. Et donc elle est caractérisée par des lésions hépatocytaires et une inflammation. Et puis ensuite on a donc la fibrose, qui comme dans toutes les fibroses, donc elle peut être classée de 0 à 4. Et lorsqu'on arrive à la fibrose de stade 4, c'est une cirrhose. Et donc 2% des patients que nous opérons ont une cirrhose. Et enfin, cette cirrhose peut se compliquer d'un carcinome hépatocellulaire. Et donc de plus en plus des patients qui ont des carcinomes hépatocellulaires en France sont des anciens obèses, et donc ce sont des carcinomes hépatocellulaires liés à cette stéatohépatite non alcoolique. Alors voilà ces lésions hépatocytaires, donc on a d'une part donc, cette surcharge en graisse, stéatose, donc macroalvéolaire, et puis les lésions hépatiques, la flèche en vert, ce sont les corps de Mallory, et ensuite les nécroses des hépatocytes. Voilà en plus gros. Alors ces lésions hépatiques sont graves, puisque vous savez que le sujet qui est obèse morbide a une espérance de vie qui est diminuée, et c'est pour ça que la chirurgie de l'obésité est une chirurgie qui a pour but de corriger donc les maladies métaboliques liées à l'obésité et d'améliorer la survie. Ce n'est pas seulement une chirurgie pour diminuer le poids. Donc on admet que les obèses morbides, malades, disons, ont une perte d'espérance de vie de 15 ans. Et les causes donc, de décès chez ces patients, en premier sont les causes cardiovasculaires, donc les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux, 42% des cas. Le cancer, 15%, vous savez que l'obésité augmente la fréquence de certains cancers. Et 7% des patients, des décès sont liés à une cause hépatique. Et donc, quand on regarde la survie des patients qui ont une stéatopathie métabolique, on se rend compte que la survie de ces patients est diminuée par rapport à la survie attendue, avec une augmentation donc, du risque de décès de 3,1 lorsqu'il y a une cirrhose, qui est beaucoup plus importante que lorsqu'il y a un diabète, c'est 2,6. Donc il y a une autre étude qui a montré que quand on regardait les patients qui avaient des ALAT élevés, qui étaient suivis pendant près de 14 ans, il y avait donc une insuffisance hépatique qui apparaissait dans 10% des cas, 3 cas de carcinome hépatocellulaire, une mortalité hépatique qui était augmentée par rapport à une population témoin, 2,8% versus 0,2%, une mortalité cardiovasculaire qui elle aussi était doublée. Alors pourquoi cette stéatose est grave? Parce qu'en fait elle fait partie du syndrome métabolique. Alors, le syndrome métabolique, c'est l'association de plusieurs pathologies très fréquentes, comme l'hypertension artérielle, le diabète,
les dyslipidémies, avec l'hypertriglycéridémie et la diminution du HDL cholestérol, et l'augmentation de la circonférence de la taille, donc l'obésité centrale. Et il suffit qu'il y ait 3 de ces 5 critères qui soient présents pour qu'on parle de syndrome métabolique. Donc, la stéatopathie non alcoolique est la manifestation hépatique du syndrome métabolique, et elle est fortement liée donc, au risque cardiovasculaire de décès. Alors, comment ça s'explique d'un point de vue physiopathologique? Il y a donc une augmentation du taux d'acide gras libre qui provoque une insulino-résistance. Ceci donc est la cause de la stéatose. Et ensuite, il faut qu'il y ait une inflammation et donc qui provoque donc le passage de cette stéatose à la stéatohépatite. Et puis, en 10 à 15 ans, cette stéatohépatite va aboutir à la cirrhose. Et donc, 50% des patients ont une progression de la cirrhose, 25% vont aboutir à la cirrhose et 10% vont mourir de cause hépatique. Alors que fait la chirurgie bariatrique sur ces lésions hépatocytaires? Ça dépend surtout du type de procédure. Donc vous savez qu'on peut utiliser soit l'anneau gastrique, soit le court-circuit gastrique, soit la sleeve. Ces 3 opérations améliorent les lésions hépatiques liées à l'obésité. À l'inverse, les anciennes opérations qui ne sont plus utilisées, comme le bypass jéjuno-idéal, aggravaient les lésions. Mais ces opérations ne sont plus utilisées actuellement. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que fait la diversion biopancréatique. En fait, il semble qu'une perte de poids rapide peut aggraver les lésions hépatiques, alors qu'une perte de poids progressive va améliorer les lésions. Donc il y a des possibilités d'aggravation des lésions hépatiques après chirurgie bariatrique, surtout pour les diversions biopancréatiques, mais c'est discuté. Et pour les bypass jéjuno-idéaux, en fait, c'est surtout des déficits nutritionnels très sévères qui peuvent aboutir à des insuffisances hépatiques, à des cirrhoses. Et il peut y avoir également donc des modifications de la flore intestinale et des problèmes de dense borgne. Alors, actuellement, il est quand même admis que la chirurgie bariatrique va améliorer les lésions hépatiques, qu'il s'agisse de techniques restrictives ou de techniques mal absorptives. Alors, les techniques restrictives, c'est essentiellement l'anneau gastrique, et donc on a deux études, notamment l'étude de Dixon et l'étude de Luik, qui montrent que sur un nombre de patients compris entre 36 et 69, il y a donc une amélioration de la stéatose, de la stéatopathie et même de la fibrose à 2 ans, et que ceci va de pair avec une amélioration du syndrome métabolique. C'est la même chose pour les procédures mal absorptives, et donc on a notamment l'équipe de Lille avec Mathurin et Lassailly qui ont bien montré sur des nombres importants de patients que ce soit après bypass, après sleeve ou après anneau gastrique, on avait une régression de la stéatose qui, dans leur dernière étude, celle publiée dans Gastroentérologie en 2015, la stéatose passait de 60% au niveau sur la biopsie initiale à 10% un an après un bypass ou une sleeve. Et même la NASH, qui était présente dans 77% des cas, elle diminuait dans 85% des cas. Donc, que ce soit la stéatose, que ce soit la NASH, que ce soit la fibrose, il y a une régression de ces lésions après bypass ou après sleeve. Alors ça, c'est un autre schéma qui est tiré de ce travail de Lillois pour montrer que ça marche pas seulement par la perte de poids. La perte de poids est importante, mais il y a d'autres mécanismes qui interviennent, et notamment donc la sécrétion de ces neurohormones, et donc l'augmentation du GLP-1, l'augmentation des sécrétines, sont très importantes pour expliquer l'amélioration du syndrome métabolique et la disparition des lésions de stéatohépatite. Alors, on peut se poser quand même la question, que se passe-t-il en cas de stéatohépatite sévère, de type F3, F4? Est-ce qu'il faut faire cette chirurgie bariatrique? Alors évidemment, le risque de l'intervention est augmenté, parce que ce sont des patients qui sont plus fragiles. On pense quand même que la chirurgie bariatrique est contre-indiquée lorsqu'il existe une hypertension portale, pour des raisons techniques, mais on a fait quelques cas donc, de chirurgie bariatrique après TIPS, donc on fait des shunts porte-caves vers la tranche jugulaire pour diminuer la pression portale, et ensuite on fait une intervention de chirurgie bariatrique qui est plutôt une sleeve, parce que la sleeve est quand même une intervention moins risquée que le bypass. Le dernier point, c'est que faire en cas de cirrhose?
est-ce qu'il faut faire la chirurgie bariatrique ou la transplantation? Très souvent, les patients qui sont obèses morbides et qui ont une cirrhose grave sont des contre-indications à la transplantation hépatique et ne sont pas transplantés. Ils sont récusés par les équipes de transplantation parce que le risque opératoire est augmenté. Et ces gens-là, donc, finalement, on leur fait rien, on les laisse mourir de leur maladie hépatique. Et donc, chez ces patients, on pourrait envisager donc de faire une chirurgie bariatrique en sachant qu'elle est très risquée. Et donc, on pourrait donc faire d'abord un TIPS et ensuite une chirurgie bariatrique, donc qui a de bons résultats lorsqu'il n'y a pas d'hypertension portable. Le dernier point, c'est que beaucoup des cirrhoses dites cryptogénétiques sont des cirrhoses liées au NASH et que la survie après transplantation pour cirrhose cryptogénétique est significativement inférieure à la survie des autres indications. Et il y a une récidive donc, de ces lésions hépatiques après transplantation hépatique. Et il faut se méfier de ça. Donc en conclusion, donc, les lésions hépatiques qui sont liées à l'obésité sont fréquentes, puisque la stéatose est présente dans 90% des cas. Les lésions stéatohépatiques sont présentes dans 30% des cas. C'est quelque chose de grave, parce que la cirrhose, la fibrose progresse dans 50% des cas en 10 ans. Il y a une progression vers la cirrhose dans 25% des cas, et il y a des morts liées à ces lésions hépatiques dans 10% des cas dans les 10 années. En fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que les lésions de stéatose, de fibrose, de stéatohépatique sont réversibles. La fibrose est une maladie réversible. On peut même dire maintenant que la cirrhose peut être réduite par la chirurgie bariatrique. Et donc, la chirurgie bariatrique a en tout cas la possibilité d'améliorer toutes ces lésions, même à un stade tardif. Et donc, on peut se poser la question s'il ne faut pas étendre les indications de la chirurgie bariatrique à des sujets qui sont simplement en surpoids, c'est-à-dire qui ne sont plus obèses morbides, qui ont un indice de masse corporelle inférieur à 35 et qui ont une stéatohépatique sévère de type F3. Voilà, je vous remercie. Il est habituel dans l'éducation académique un commentateur, mais exceptionnellement, aujourd'hui, un commentateur officiel sur cette présentation. Mais bien sûr, c'est ouvert à la discussion. Oui, Jean, merci pour l'exposé très clair. Je voulais te poser une question. Tu dis que le traitement chirurgical de la stéatohépatie prévient les risques. Jusqu'à même supprimer dans le NASH syndrome la survie de la cirrhose. Bon, la question est, qu'en est-il pour le carcinome hépatocellulaire? Une question qui, je pense, est fréquente, puisque aux États-Unis actuellement, il semble que le carcinome hépatocellulaire est en train de devenir plus fréquent chez les malades obèses que chez les gens avec l'hépatite, parce que l'hépatite C en particulier est maintenant contrôlée, et qu'on voit apparaître au contraire des CHC chez ces gens-là. Alors, est-ce que la chirurgie bariatrique prévient le risque de carcinome hépatocellulaire chez les malades qui ont été opérés? Évidemment, il n'y a pas de réponse factuelle à cette question. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un certain nombre de cancers sont augmentés chez les obèses, notamment donc, le cancer du foie, beaucoup d'autres cancers sont augmentés chez les patients obèses, et que le fait, donc, on peut quand même penser que le fait de traiter l'obésité, de traiter la stéatohépatite, peut diminuer la fréquence du carcinome hépatocellulaire. Il y a d'autres travaux qui montrent quand même qu'il y a une mémoire, c'est-à-dire quelqu'un qui a été obèse à l'âge de 20 ans et qui après a maigri, à 50 ans, il a plus de risque d'avoir une maladie du foie et un carcinome hépatocellulaire. Donc, malheureusement, il existe une mémoire, mais enfin, en tout cas, on peut penser qu'il y a une diminution du risque. Parce que ce que je répondrai, mais ce sont des suppositions. D'autres commentaires? Oui, complément pour votre exposé. Vous avez cité tout à l'heure le périmètre abdominal dans le cas de l'hyperpoids. Les auteurs européens ont proposé le périmètre cervical. Alors qu'en est-il? Merci. Écoutez,
Je ne sais pas, je pense que bon, c'est peut-être une bonne idée, mais en tout cas, ce qui compte, c'est le périmètre au niveau de la taille, qui d'ailleurs est différent chez l'homme et chez la femme. Et certainement, ce qui est dangereux, c'est la graisse viscérale. La graisse au niveau du cou, je ne sais pas. Mais bon, peut-être que les joueurs de rugby ont un risque important, mais je ne sais pas. Mais la graisse, ce qui est dangereux, c'est la graisse viscérale. Même la graisse hépatique est plus dangereuse que le reste de la graisse. La graisse viscérale sous-cutanée, c'est pas très grave. Et la graisse viscérale à l'intérieur de l'abdomen, ça c'est grave. Je donne la parole à Judith Aron, qui connaît bien le sujet, qui travaille à la pitié salpêtrière avec l'équipe de Jean-Michel Aupert et Karine Clément. Juste pour ajouter sur le commentaire du tour de pouls, je pense que c'est très lié à l'apnée du sommeil qui est aussi fréquente quand on a un tour de taille augmenté. Et il y a maintenant pas mal de littérature qui montre que l'apnée du sommeil, c'est aussi un facteur favorisant de la NASH et de l'aggravation des lésions. Ce qui est bien avec la chirurgie de l'obésité, c'est qu'on en apprend tous les jours. Surtout pour les chirurgiens. Je voudrais juste savoir si on avait montré en fait que cette maladie hépatique, elle était liée à tous les facteurs qui étaient relâchés éventuellement ou sécrétés par le tissu adipeux abdominal. Est-ce qu'on a des preuves ou c'est des suppositions? Je ne suis pas peut-être le mieux placé pour répondre à la question, mais il y a quand même des arguments physiopathologiques importants pour dire que ce sont toutes ces hormones. Ce qui compte, c'est l'insulinorésistance hépatique. Donc, le facteur le plus important pour provoquer donc, ces lésions, il y a deux choses, il y a l'insulinorésistance et il y a l'inflammation. Et c'est ça qui provoque toutes ces lésions. L'autre, ça représente quoi en France là, actuellement dans les cirrhoses, la maladie métabolique? On sait ça, le pourcentage de l'obésité dans la cirrhose versus l'alcool, l'hépatique? Le problème de la cirrhose dite liée à l'INH, c'est qu'au moment où on les opère, ils ont perdu du poids. Donc très souvent, on ne sait pas. On dit c'est une cirrhose cryptogénétique, là on ne trouve aucune cause. Ce ne sont pas des alcooliques, ce ne sont pas des cirrhoses virales. Et puis hop, si on les interroge bien, oui, à un moment, ils ont été obèses. Donc, mais au moment où on les opère, ils ne sont plus. Donc ça peut passer inaperçu. Et donc, ce qui est admis, c'est qu'en tout cas aux États-Unis, c'est la cirrhose liée à la stéatopathie non alcoolique, liée à l'obésité, qui est la première cause de transplantation hépatique aux États-Unis. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance et qui dépasse maintenant les virus, parce que le virus hépatique C, ça disparaît petit à petit, et qui est presque à égalité avec l'alcool. Une question d'orthopédiste, donc je sais pas, peut-être que vous allez la trouver stupide. Combien de temps faut-il d'évolution d'une obésité pour constituer des lésions hépatiques? On voit des enfants qui sont obèses, qui peuvent perdre leur obésité avec des traitements divers. Il faut combien de temps d'évolution pour que les lésions hépatiques se constituent? Il faut, on dit toujours 20, 25 ans. Voilà, mais ça dépend du degré d'obésité, ça dépend des prédispositions génétiques. Il y a beaucoup de facteurs, mais ça se compte en dizaines d'années, plutôt 20 à 30 ans. Merci Jean, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler encore à